Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en excellente compagnie aujourd'hui puisque je suis accompagnée de Ico. Bonjour. Ico, Florian, comment on t'appelle ? Je m'appelle Florian, t'as qu'à m'appeler Florian. Je vais t'appeler Florian. Du coup, c'est marrant parce que tu vas me poser des questions sur le boulot, tout ça. Donc, je préfère que tu m'appelles Florian parce que iconoclaste, ça a plus tendance aujourd'hui à être la désignation du groupe, en fait. Donc, on va dire Florian. Parfait, Florian, ce sera la dénomination pour cette vidéo. On va parler justement un petit peu de business, on va parler de toi, de ton parcours en tant que créateur de contenu. Ça fait un petit moment que tu es là-dedans quand même. J'ai commencé le vrai starter, c'est-à-dire la première vidéo postée. La première vidéo postée, quelle année ? La vraie première vidéo postée ou le premier test ? La première vidéo postée mais que tu n'assumes pas. Ah, 2012. Ok, donc tu es là depuis effectivement un sacré petit moment. Pour remettre un petit peu en contexte pour les gens qui ne te connaîtraient pas trop, toi tu as plusieurs chaînes, tu as Singe Pourpre et Iconoclaste. Tu en as d'ailleurs d'autres dont tu parleras peut-être également. C'est un bordel. Tu es un créateur invétéré, tu as également un podcast sur le jeu vidéo. Tu parles d'ailleurs principalement de jeux vidéo. Oui. Ça c'est la version très néophyte. Maintenant toi comment tu présenterais un petit peu tout ce que tu fais ? Parce que t'es un créateur qui est très créatif, quoi, pour le coup. Moi, je fais des vidéos sur les jeux vidéo et j'essaye de vulgariser des termes de jeux vidéo à travers des sujets rassembleurs pour attirer un maximum de personnes autour de cette thématique du jeu vidéo. Pensez autrement. C'est hyper clean. Le pitch, l'élévateur pitch, comme on dit, vraiment ultra nickel, impeccable. J'aimerais bien justement qu'on revienne un petit peu sur le tout début. Moi, mon concept, c'est ça. On fait un petit retour en arrière au moment où tu avais 0 abonné dans ta vie. Mais alors, du coup, est-ce que, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que je reviens à cette fameuse vidéo de 2012 ou est-ce que je vais un peu plus loin dans le temps au moment où j'ai vraiment commencé ? Ah bah moi, c'est à partir du moment où tu considères que tu as fait ton première étape de créateur, est-ce qu'il y a peut-être un truc où tu t'es dit, bon là, je traite ça un peu plus sérieusement ? Comment ça t'est venu? Donc en fait? Tu avais déjà commencé à faire de la vidéo avant? Alors, la partie 2012, c'était, je vais revenir vite fait, c'était, j'ai découvert YouTube et je me suis dit, tiens, ça peut être rigolo, je peux faire des petits let's play narratifs. J'ai fait des let's play narratifs en 2012. Ah oui. Sur Skyrim. Skyrim n'avait qu'un an à l'époque. C'est vrai. On l'oublie. Mais du coup, j'ai fait des let's play narratifs que je faisais sous forme de récit un journal intime des aventures que j'aurais potentiellement vécues. Bon, ça a fait 3 épisodes. Ouais. Tu faisais ça pour toi à ce moment-là ou tu étais déjà dans une idée, je veux partager avec des gens? Je faisais ça pour moi, je trouvais ça rigolo. Je faisais ça au téléphone, je scotchais mon téléphone sur un escabeau. Les strates. et j'utilisais un microphone de Wii U pour enregistrer le son. Ah ouais, t'étais ghetto, t'étais en mode je prends ce que j'ai et je fais. C'est génial. Mais en vrai, c'est trop bien. C'était 2012 et j'ai arrêté parce que j'étais étudiant. Ouais. J'étais étudiant, oui. Je suis plus étudiant. J'étais étudiant en droit à l'époque et ça me prenait beaucoup de temps et d'écrire des vidéos comme ça parce que c'était un gros travail de jeu et d'écriture derrière. Ah, tu les écrivais carrément, quoi. C'était pas juste le let's play, je record mon truc. Ah non, c'était des let's play scénarisés. Ah ouais, t'es parti. Je suis vraiment parti direct sur. Ça a duré 3 épisodes et puis il y en a plus, vous pouvez pas trouver. Mais c'est déjà énorme en vrai comme premier start. J'ai arrêté. Il fallait que je me concentre sur mes études. C'était un moment où ça allait pas bien parce que j'arrivais sur la fin de mon master. Je savais pas quoi faire. Bon, l'histoire voudra que je ferai un autre master, puis encore un autre master, tellement je savais pas ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis dit, je vais reprendre YouTube. C'est quand j'ai rencontré Elena, qui est aujourd'hui mon épouse, qui est partie du coup, parce que je l'ai rencontrée quand elle était étudiante, elle aussi, mais du coup Erasmus. Et quand elle est retournée à Moscou, son pays, je m'ennuyais. Et du coup, j'ai repris les vidéos un petit peu plus, et cette fois un peu plus inspiré d'Usul, qui à l'époque, je ne connaissais pas Usul quand j'avais commencé en 2012, mais en 2014 du coup. Là, je l'avais vu, je me suis dit, je veux faire aussi ma popote sur la discussion autour du jeu vidéo. Et c'est là que j'ai lancé une vidéo sur Nintendo Pocket Football Club, qui était ma première vidéo, qui malheureusement, ça fait partie de mes grands regrets,
que j'ai supprimé. Je l'ai pas foutu en privé, je l'ai supprimé de la chaîne Iconoclast. Pourquoi ça correspondait plus à ce que tu voulais ou... Ouais, c'est ça, mais je voulais pas la laisser en privé. Je l'ai supprimé. Ok. Je trouve ça très triste. Ne faites pas ça. C'est pas bien. C'est des trucs que tu regrettes après au bout d'un moment, même si t'as un petit peu honte. Mais j'avais fait une vidéo review et analyse de Nintendo Pocket Football Club. C'était une sorte de version casual de Football Manager avec beaucoup de RNG dedans. Ouais. Tout en pixel art et uniquement à l'époque achetable sur l'eShop. Oui, donc vraiment un truc de niche. Tu t'es dit ça, c'est mon... Ouais, j'ai envie de parler de ça. Personne n'en parle, je vais le parler. Puis j'ai fait, je crois, 6 vidéos sur 1 an, ce qui n'est pas énorme. Après, attends, c'était tes études, hein, c'était un truc à côté. C'était mes études. Et je fais un peu un bond dans le temps, etc. Moi, à côté, je fais un master de droit public qui ne fonctionne pas trop. Ouais. Je vais en master de métier de l'enseignement que je valide. Je fais mon stage de professeur des écoles en école française en Bulgarie. Il se passe des bails un peu chelous. Bon, je crois que depuis il y a prescription, je peux en parler, mais genre il y avait des caméras de sécurité dans la salle de classe. Quoi ? Ouais. Attends, mais c'est inquiétant ça. Il y avait des caméras de surveillance dans la salle de classe et les professeurs tuteurs nous avaient dit non mais ça vous ne le mentionnez pas dans votre rapport de stage, il faut qu'on entretienne de bonnes relations avec l'école française de Bulgarie. J'ai fait, oh le danger. Les bails chelous. Ouais, non, je dis non, c'est pas pour moi. Si je dois prendre que ce qu'on me donne et qu'on veut bien que je parle, je vais dire non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. Et c'est là que Trash fonctionnait bien à l'époque parce qu'entre-temps. Oui, attends, parce que ça se mélange, hein, mais j'avais postulé chez Trash en 2014. Okay. C'était le jour de mon anniversaire, le 8 août 2014. Et je postule du coup chez Pokémon Trash et je suis pas pris chez Pokémon Trash, c'était Askens qui était pris chez Pokémon Trash. Oh là là, et moi j'étais relégué chez Trash qui avait 1000 abonnés. Et avec Bronol, monteur qui m'était désigné. Donc c'était mon monteur à la base. C'est incroyable. Alors pour remettre peut-être un peu en contexte, parce que je suis pas sûre que tous les gens qui regardent connaissent forcément Trash. C'est une chaîne YouTube généraliste de top, hein, on peut le dire comme ça. Oui, et qui à l'époque avait aussi Pokémon Trash qui était pareil sur des top Pokémon. C'était déjà gros, je crois qu'il y avait 300 ou 400 000 abonnés en 2014 déjà. Ouais, donc déjà c'était une grosse chaîne. Et ils avaient mis une annonce de recrutement, c'est ça ? Ouais, une vidéo FAQ dans laquelle il y avait, je me souviens très bien, il y avait Clydéon et Neoxys qui recherchaient de nouveaux trashers. Ouais. Et pour Pokémon Trash et pour du coup leur petit projet qu'ils n'avaient pas encore mentionné qui s'appelait Trash, plus axé sur la culture. Ça se voulait être un Pokémon Trash beaucoup plus généraliste, centré sur le jeu vidéo au début. Ok. Je pense que initialement, quand c'était présenté, c'était plus ce qui se rapproche de Trash Bandicoot actuellement. D'accord, ouais. Ok. Pour ce qui est dépensé pour Trash. Ok. Et toi, du coup, t'as vu ça et tu t'es dit, globalement, j'aime bien faire des vidéos. Ça correspondait plutôt avec ton contenu, en fait, que t'avais déjà fait. Ouais, c'est ça. Je me dis, je suis pas dégueu, en vrai. Je me suis dit, je suis pas dégueu. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc... Bon, après coup, il y a des choses que je referai plus, mais je sais pas, moi, dans un élan de confiance. Ouais, de confiance. Ouais, non, mais ça va, en vrai, j'ai peut-être mes chances. En plus, c'était la période où je balance la vidéo à Neoxys à l'époque. Moi, j'ai toujours été très procédure, très carré dans ma manière de faire. Ouais. Et il avait dit 1 minute la vidéo. Et ben ma vidéo, je l'ai travaillée pendant une semaine pour couper, rajouter, changer le rythme de la voix pour que ça dure vraiment pile poil 60 secondes. Ouais. Et la vidéo a vraiment duré pile poil 60 secondes. Et j'avais été taper vidéo candidature Trash sur YouTube et je regardais à chaque fois les autres. J'ai dit non mais c'est nul. J'ai dit non, ça marche pas. Tu surveillais la concurrence. Et c'était long parce que je crois que ça fait bien durer presque 2 semaines pour sélectionner tout le monde et tout. Ok. J'étais super content quand j'avais réussi l'acceptation. C'est ouf en vrai. C'est pas commun comme parcours de rentrer directement dans un groupe avec d'autres personnes comme ça, plus proche d'un côté salarié en fait, finalement direct quoi. Ah, je le voyais pas comme ça à l'époque. C'était vraiment un collectif où on essayait de faire des vidéos tous ensemble et puis chacun voyait midi à sa porte et se débrouillait un petit peu. Ouais.
de toute manière, avec 1000 abonnés, ça générait pas des 1000 et des 100. Et c'est justement là, tu vois, quand j'étais en stage en Bulgarie où j'étais déjà chez Trash, c'est là que la vidéo, elle a commencé, enfin que Trash a explosé, mais genre, on se rend pas compte, hein, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est compliqué, c'est rare on va dire les personnes qui explosent littéralement, il y en a encore. Mais c'est vraiment, on est passé de 10 000 abonnés parce qu'on avait réussi, genre sur 2-3 mois de production de vidéo, à arriver à 10 000 abonnés. Et d'un coup, il y a une vidéo qui fait que tous les jours, on gagnait entre 15 et 20 000 abonnés. Ah oui, donc énorme percée. J'ai fait ça, j'étais dingo. Je me dis, mais c'est fou. Et je crois que pendant tout mon stage, je suis parti en stage, on était à 10-11 000 abonnés. Je suis rentré, on était déjà à 150 000. Ah oui, donc déjà, il y avait eu quand même effectivement une progression. Presque 200 000 et ça continuait, tu vois. À chaque fois qu'on postait, il y avait une vidéo qui arrivait, ça relançait une pièce dans la machine et ça repartait un truc de malade. Et c'est là que je me suis dit, ouais, non, mais je suis effectivement pas dégueu. c'est vrai que je suis pas mal quand même. Non, mais t'as eu raison de ouf d'avoir confiance en toi sur ça. Je suis pas dégueu, je peux faire quelque chose. Donc je me suis dit, allez, c'est couillon, ne faites pas ça. Surtout à arriver à 250 000 personnes abonnées où il y avait déjà, on était 5 sur... non, on n'était pas 5, on était 4 sur Trash. En sachant qu'il y en avait le 4e Neoxys qui était en dilettante Pokémon Trash. Faut pas faire ça parce que ok, c'est des chiffres, quand t'es étudiant tu fais waouh, truc de dingo, mais si t'as pas de boulot derrière et que t'es autonome, indépendant, que t'as des tonnes de trucs à payer parce que tu perds tes bourses, etc. Mauvais plan, très mauvais plan. Je sais pas si tu veux que je parle ça tout de suite après. On va en parler de toute façon. Toi, est-ce que t'avais ta chaîne du coup en parallèle? Tu continuais de l'alimenter? Tu faisais du contenu encore un peu ou comment ça s'est passé à ce moment-là? La chaîne Iconoclast, c'était extrêmement irrégulière. D'ailleurs, à l'époque, elle s'appelait l'Iconoclast. L'Iconoclast, ouais. Tu faisais des icônes, si je me souviens bien, à ce même moment-là. Pas. C'était même pas encore là? Non, je faisais un format qui s'appelait format Iconoclast, qui en fait était des essais, comme ce que j'ai repris très récemment sur des sujets jeux vidéo. Les icônes, ça arrivait beaucoup plus tard, justement quand je suis rentré de Bulgarie. Ah oui, ok. Et que j'ai cherché à faire un format court, impactant, synthétique, et qui me permettent d'entretenir viteuf ma chaîne pendant que je suis focus sur Trash. Okay. Et c'est comme ça que sont nées les icônes qui voulaient faire 3-5 minutes la vidéo. Et puis balancer ça comme je peux, et ça a été très irrégulier. Les icônes, c'était rigolo. Faire des vidéos sur Trash, c'était encore plus rigolo. Mais il y a un moment, ma chaîne, je me suis dit non, mais je peux la structurer autrement. Puis elle fonctionnait bien aussi, mine de rien, tu vois. Alors j'ai jamais eu l'explosion comme avait pu avoir Trash, ça a été très progressif. Après bon, tout est relatif. Encore une fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est très compliqué, encore plus compliqué qu'à l'époque de percer. Et j'aimerais bien retourner à l'époque où je gagnais, je sais pas moi, 10-15 000 abonnés par mois. Parce que c'est plus du tout ça aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, tu vois, de progresser. Et non, ça marchait plutôt bien. Je commençais à me dégager un revenu supplémentaire avec ta chaîne avec ma chaîne, qui me permettent, moi, de sauver les meubles, parce que ça a été une catastrophe en perso. Quand on y repense avec Elena, on se dit non mais putain, mais comment on a fait? On a eu que de la chance, c'est pas possible, parce que on a eu une période où je touchais 300 balles par mois avec juste la chaîne. Oh là là. Et du coup, j'avais RSA, Into APL, on finissait les mois à pile poil zéro. On avait eu aussi un petit peu d'argent sur lequel on a allègrement pioché pendant 1 an en faisant bien attention d'argent qu'on avait reçu pour notre mariage. Qui est parti là-dedans. Ça a été une période un peu difficile. Ah non, mais jamais je retourne là-dedans. J'avais pris 10 kilos parce que du coup, tu bouffes que du... que tu sais, la bouffe transformée pas cher. C'était, je me dis, jamais, mais plus jamais. C'était vraiment... mais à l'époque, tu sais, j'étais insouciant. Je me dis, non, mais c'est bon, je suis un prince, je vis bien et tout. Mais... C'était les débuts quand tu étais créateur, en gros, mais bon, que tu n'avais pas encore... Je veux dire, en revenu, à 2, on avait moins de 1 000 euros par mois. Ah ouais, la galère, quoi. La galère. La big galère. De ouf. Continuons le temps. Je fais mes petites vidéos, ça fonctionne bien, et j'appréhende un peu le monde de l'entreprise, et je me rends compte que j'aime bien quand les choses sont toujours bien structurées, bien carrées, bien propres, bien clean. Je
veux pas jeter d'opprobre sur des collègues ou des trucs comme ça, mais il y a des fois, c'est pas... Hein il y a beaucoup de créateurs qui n'ont pas eu forcément une expérience avant d'entreprise et du coup qui sont peut-être un peu plus à la zob, quoi. Voilà. Moi, je savais, enfin, je suis pas parti avec l'avantage je sais comment fonctionne une entreprise, mais je savais que, ayant eu une expérience de juriste, je savais qu'il y avait des trucs qui devaient être faits, tu vois. Du fait de tes études, tu avais peut-être effectivement... Et donc, moi, je voulais structurer quelque chose qui me permette vraiment d'être clean, moi, derrière, de participer à la vie de société, parce que c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, tu vois. C'est un truc que je retiens de cette période très difficile, c'est que, merci le RSA, merci les APL, et que non, je me suis pas senti parasite. Je me suis senti chanceux de pouvoir toucher ça. Et je me suis dit, non, mais je l'ai pris comme une chance de pouvoir rebondir et comme une chance de pouvoir me développer. Et je trouve que c'est important que ça soit conservé, ce genre de choses-là. Donc, je suis très fier, en fait, de donner une partie de tout ça en remboursement de dettes et permettre à d'autres personnes qui vivent dans la galère de pouvoir se relever, tu vois. Pas forcément pour rentrer dans le milieu de l'entreprise derrière, mais ne serait-ce que le temps qu'ils trouvent un boulot. Ou, bien sûr. Ou même juste s'ils en ont juste besoin actuellement, bah, me suis toujours dit, non mais... Les impôts, c'est important. Je sais où ça part. Je sais à quoi ça sert parce que j'ai cette culture juridique. Et non, c'est important de structurer bien les choses. Et puis, ok, on me ponctionne 40% de ce qui est généré, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et puis, donc, je voulais avoir cette structure pour ça. Et comme on n'était pas forcément toujours sur les mêmes longueurs d'onde, etc., à ce niveau-là, les choses ont fait que je me suis dit, allez... on va prendre un autre départ, on va faire les choses telles que je les veux et que de toute manière, y a des divergences à ce niveau-là. Iconoclast, ça marche bien. Moi, je sais que je peux faire quelque chose. Encore une fois, une énorme prise de risque et un gros coup de chance aussi derrière que ça fonctionne effectivement. Pour remettre un petit peu en situation, est-ce que tu te souviens combien tu avais à peu près d'abonnés à cette période-là ? Parce que quand j'ai quitté Trash, si on prend notre référentiel de 0 abonné au tout début, est-ce que tu sais à peu près vaguement dans quand quelle j'ai quitté tranche Trash, oui, je m'en souviens parce que ça m'a marqué. J'avais 390 000 abonnés. D'accord. Donc, et quand même, je me souviens que ça m'a marqué parce que... c'est quand même une audience, tu vois. Parce qu'il y a eu 30 000 abonnés d'un coup quand je suis parti. Et que j'étais pas content, j'étais pas bien à ce moment-là. Parce que je me suis dit, mais pourquoi vous venez En plus, il y avait des dramas et tout. Pourquoi vous venez juste pour suivre un drama ? Vous n'en aurez jamais de toute manière dès la suite. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, tu vois, je le vois sur mes stats, que c'est ces personnes-là qui sont venues, qui s'en vont progressivement et qui en fait font que je stagne, enfin je gagne, c'est énorme de me dire entre 2000 et 4000 abonnés par mois, parce que derrière je perds entre 1000 et 2000 abonnés par mois aussi. Oui, ces gens qui s'intéressaient plus à l'actualité qu'à ton contenu, quoi. Et donc je me souviens de ce momentum, tu vois, parce que je suis arrivé, hop, j'ai passé la barre symbolique des 400 000 avec ça, et depuis, donc je m'en souviens. Je me souviens de ça. C'est quand même, moi je me dis, c'est ouf que tu en étais déjà à ce point-là quand tu t'es dit, allez, je fais la bascule et tout sur mon perso, quoi. Je passe en indépendant à ce moment-là. T'avais déjà une grosse communauté, quoi. J'avais déjà une grosse communauté, mais tout mon parcours, en fait, ça a été prise de risque sur prise de risque et énormément de chance, en fait, dans la réussite. Parce que, en vrai, si tu prends du recul, tu dis, non, mais putain, mais c'est... Même là, tu vois, c'est une période pendant laquelle, quand j'ai quitté Trash, je ne me suis pas payé pendant 1 an. Ah oui. Tu vois. Alors, parce que j'avais déjà embauché Mage. Voilà, tu as un contexte un peu particulier. C'est que toi, tu as direct commencé avec des gens qui bossaient avec toi. C'est rare, tu vois. Du coup, j'ai vécu sur mes économies pendant 1 an, en payant un petit peu Elena. Donc ça va, parce qu'elle avait son salaire, qu'on vit en couple, etc. Mais personnellement, j'ai rien touché pendant 1 an. Et pareil, c'était à nouveau ultra la galère. Il y avait le loyer à payer, etc. Il y avait, en plus, maintenant, il fallait payer Mage, il fallait payer Elena, il fallait payer le local, parce que j'avais pris un local aussi à côté. Ah ouais, t'as fait une prise de risque de zinzin, quoi. T'as vraiment eu le parcours où tu t'es dit, je vais prendre des risques de ouf. Bah ouais, mais j'ai toujours fonctionné en prise de risque parce que
Au pire, tu t'écrases, et puis bon, si c'est un peu grave quand même, mais autant tu sais, quand t'es un solo, tu peux prendre des risques, on va dire, plus facilement parce que tu sais, c'est toi, c'est ta personne, quoi. T'es responsable de toi. C'est vrai que ça doit être peut-être un peu plus de pression quand t'as du coup d'autres personnes, des salaires, des personnes à tes côtés, quoi. C'est quand même. Mais tu vois, je le sentais, tu vois. Ouais. Je me disais, non, mais je pense que. J'ai confiance. Je pense que ça va, tu vois. Ouais. Je pense qu'on n'est pas trop nul. Je pense que ça va aller mieux demain, tu vois. Et j'ai toujours me dit, non, mais là, c'est bon. Et puis, ce qui était cool aussi, c'est que on était très vite, quand je me suis relancé en solo, comme on était très vite toujours dans ce mood de groupe, mais du coup, un groupe plus structuré, plus froid, plus réfléchi sur la manière de traiter les choses. Ouais. À chaque fois qu'il y avait un truc qui n'allait pas, il y avait une analyse, un post-mortem de chacune des vidéos, un post-mortem de la manière de faire, des miniatures, des tags, des sujets traités, etc. etc. Et ce post-mortem constant nous a permis à chaque fois de dire non mais là on a merdé, là c'était nul, le sujet, l'angle attaqué, ça va pas. Là on a fait trop de vidéos à l'affilée, c'est pas une bonne chose, on ne veut pas être une chaîne d'actualité, tu vois, ce genre de choses. Et beaucoup de recul et d'introspection en fait finalement. Et rapidement, et puis toujours cette volonté de jamais se focus sur un problème extérieur. Genre, tu vois, à aucun moment quand ça allait pas du tout et qu'il y avait la chaîne, on avait 450 000 abonnés et qu'on faisait genre, je sais pas moi, 70 000, 80 000 vues par vidéo, ce qui est pas mal, mais c'est pas ouf pour faire vivre 4 personnes. Ouais, t'as un ratio de vues dont t'as besoin. Je me disais, non mais jamais on a accusé l'algorithme, tu vois. C'est ça que on n'a jamais dit, non mais c'est la faute de YouTube. De manière, on a dans le pif. Bah non, parce que de manière, on avait le feu aux fesses. Il fallait que ça fonctionne si on voulait pouvoir payer tout le monde. Donc, on a à chaque fois cherché, bon d'accord, ok. Admettons l'algorithme est de telle manière, qu'est-ce qu'il attend de nous ? Ou là, effectivement, il y a des grosses erreurs qui ont été faites, ça va pas. Je crois qu'on a une des plus grosses tatanes qu'on s'est mangé en termes de groupe, ça a été une vidéo, c'était un vidéotest de Gears 5 qui a fait 20 000 vues. Ouf. Ouais. Oui. Donc sur Ration, on remet à peu près 450 000 abonnés. Ouais. 20 000 vues. Ouais, donc c'était pas ouf. C'est dur. Et là, tu te dis non mais j'ai une chaîne dans laquelle je faisais beaucoup d'icônes sur des personnages de Nintendo ou des mangas. Je me dis la vidéo c'est un test et c'est pas forcément les vidéos qui fonctionnaient le mieux. Il s'est passé 1 milliard de choses et on s'est dit ouais mais en fait l'échec il est complètement c'était logique, tu vois. Oui, en fait lorsque vous aviez prévu, déjà vous aviez une méthode, comment vous prévoyez les vidéos à l'époque, etc. Vous aviez déjà une anticipation de sujet, je suppose, ou ça se faisait comment ? On anticipait les sujets, mais on était aussi en mode panique. C'est-à-dire qu'il fallait 2 vidéos par semaine, puis 3 vidéos par semaine, il fallait un test par semaine, il fallait un sujet édito. Et c'était ultra anxiogène comme manière de faire. Et c'était surtout le mode panique que mais si on ne les fait pas, c'est qu'on ne fera pas nos vues, on ne pourra pas en vivre. Ah oui, d'accord. Donc c'était la course pour pouvoir générer assez de contenu, pour faire assez de vues, pour faire assez de revenus derrière, quoi. Et c'était difficile, très 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 difficile à tenir. Ouais, tu m'étonnes. Donc attends, vous produisez combien ? 5 vidéos par... 3 vidéos par semaine. 3 vidéos, c'est énorme. Le pic qu'on a atteint, c'était 3 par semaine. Ah ouais. Oui, donc un peu la roue du hamster, et du coup, c'est dur de voir venir les trucs où c'est peut-être moins dans la ligne édito, ou c'est moins correspondant... Ça. Et est-ce que vous avez fait un truc en particulier suite à cette vidéo ? C'est quoi suite à ce mood-là ? Ouais, tu disais qu'il y avait beaucoup d'analyses justement à chaque fois. Est-ce que cette vidéo, ça... alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu encore une fois un peu de chance. Qu'on a été approché par une agence qui s'appelle Nevali, qui est notre agence actuellement qui s'occupe de toutes les sponsors et OPSP. Et à partir de là, quand on a eu l'assurance d'avoir au moins 2 sponsors par mois, sur tout l'ensemble de vidéos qu'on a fait, vous avez, c'est là qu'on a pu enfin freiner. Souffler, quoi. On a pu souffler, on a pu freiner, et on s'est dit, ok, maintenant que la panique s'est passée, que le feu, on a réussi à le calmer, qu'est-ce qui va pas dans notre manière de produire ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Pourquoi on fait si peu de vues ? Et là, on s'est rendu compte que les icônes ne fonctionnaient pas, que l'actualité
ça fonctionnait, mais qu'on ne pouvait pas éternellement compter sur l'actualité pour fonctionner, parce que ce n'était pas quelque chose qui était dans notre ADN de faire sur de l'actualité, et que surtout, être accroché à l'actualité sur notre chaîne, ça ne pouvait pas fonctionner, ça allait droit dans le mur. C'est parce que c'est pas ce que les gens attendent. Les gens qui suivent de l'actualité, ils allaient voir Julien Chiez. Les gens qui suivent des reviews et des tests, ils allaient voir Chechounet et Savin à l'époque. Maintenant, on peut le voir directement dans l'onglet, tu sais, audience. Oui. Chaîne recommandée. C'est récent, tu vois, ce genre de choses. Et on a eu le nez creux, quoi, parce que effectivement, c'est le cas maintenant, tu vois. Donc, on s'était dit ça. On s'est dit, donc, en fait, le problème d'Iconoclast actuellement, c'est qu'on a trop de formats. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire ça ? On s'est dit, il y a Victor, je me souviens, qui avait fait une vidéo qui avait fait 1 quart d'heure. C'était énorme, parce que d'habitude, on faisait autour de 10 minutes. Vous étiez sur des formats plus courts. Il a fait 1 quart d'heure. La vidéo a bien marché. C'était un des premiers top 4 qu'on avait proposé. Elle avait bien fonctionné. Et hop, nouvelle prise de risque, on s'est dit, plus de tests. On arrête les tests. Tout ça, et une vidéo par semaine. Notre contenu principal, on le change et on réduit notre rythme. C'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux. Mais en vrai, c'est logique d'une certaine manière, vu l'analyse que tu as fait des problèmes que vous aviez eus en fait, dans votre fonctionnement. Ce qui est marrant, c'est que tu as la chaîne Bolche Geek qui récemment a sorti une vidéo sur le YouTube Cinéma où il a mis les mots sur ce moment-là qu'on a eu cette réflexion, c'est-à-dire que nous, sur Iconoclast, nous sommes une chaîne catalogue. C'est-à-dire qu'on a des vidéos et les gens, ils y reviennent. Ou alors ils les découvrent et ça les dérange pas de regarder des vieilles vidéos, et que le contenu actualité avait tendance à plomber cette option catalogue, parce que dans leurs recommandations, après une vidéo catalogue, ils pouvaient tomber sur une vidéo actualité mais qui n'était plus actuelle. Bien sûr, et du coup, tu n'as pas envie de cliquer, donc tu sors de la boucle et ça, je l'avais... c'est ça. Je l'avais pas verbalisé à l'époque. Maintenant, je suis capable de le verbaliser. Et tant mieux, parce que du coup ça me permet à nouveau d'éviter ce genre d'écueil là, mais c'est un peu ça qui nous a sauvés, le fait qu'on en discute sans pouvoir le verbaliser et qu'on ait cette sensation là et ce sentiment qu'il y a un truc qui va pas, qui nous a permis de prendre du recul et de se dire que peut-être que nous on aurait plus avantage à faire moins de vidéos, mais de plus les travailler, de les faire plus longues et de les rendre le plus intemporelles possible. Ça a été le bon calcul, je pense, de faire ça. En tout cas, le futur nous a montré que oui, en vrai, ça a été Après, il y a des hauts et des bas, comme toujours, mais bon, ça va mieux. Vous êtes sorti de la pression constante que vous aviez déjà avec les sponsors, et puis même le fait de sortir autant de vidéos, quoi. Donc, alors après, c'est un autre problème, c'est un problème plus actuel. La pression des sponsors, on l'a toujours, parce que maintenant, pour fonctionner, il faudrait qu'on ait au moins 2 sponsors par mois, 3 idéalement, 4, parfait. Et du coup, ça fait 1 par semaine. Il faudrait que chaque vidéo soit sponsorisée. Nevali y arrive très bien, mais malheureusement, des fois, tu peux pas lutter dans la mesure où des mois comme le mois de décembre sont des mois extrêmement concurrentiels. Bien sûr. Donc, les sponsors vont là où il y a le plus de vues, ou des trucs comme ça. Ou, par exemple, les mois de janvier, février, juillet, août, c'est un peu plus vide. Voilà, donc des fois c'est un peu... mais là c'est plus actuel, c'est une problématique plus actuelle. Bon, après ça, tu as une solution que tu as trouvée plus récemment pour essayer de pallier un petit peu à ça. On en a parlé, mais les revenus par rapport au financement participatif, je pense on l'évoquera peut-être plus tard si tu veux dans le parcours, mais en tout cas c'est une bonne alternative. On verra, ça fait déjà 1 an quand même. Ça fait déjà 1 an ? Ça fait déjà 1 an qu'il est lancé, le patron. Attends, parce que déjà, dans l'histoire où nous en sommes, actuellement, il n'y a qu'une chaîne là pour l'instant. Oui. On n'a pas évoqué la deuxième. Mais c'est que moi, j'aimais bien faire des tests de jeux vidéo. Oui. Je voulais continuer à en faire. Je trouvais ça rigolo. Je trouvais qu'on avait une approche sympathique. Du coup, j'ai ouvert une autre chaîne. Et c'est là que j'ai sombré dans mon côté très monomaniaque. Pas d'autres mots. À savoir que... Ah d'accord. Je suis devenu, je suis devenu un inquisiteur du mono de la chaîne magazine. De la chaîne à thème précis. La chaîne à thème précis. Ouais. C'est-à-dire que je suis devenu inquisiteur de une chaîne, un format. Bon, ça marche pas très bien parce que du coup, on a toujours 2 formats sur la chaîne. Il y a toujours des icônes qui sont retravaillées, mais je suis devenu inquisiteur d'une chaîne le moins de formats possible, on va le dire comme ça. Et du coup, j'ai tout ce qui était actualité et review, je les ai foutus sur Singe Pro. Ok. Voilà, et je me suis dit, on va faire une chaîne de review et d'édito préférés.
Donc c'est vraiment né d'une envie de faire ce format, mais juste tu t'es dit c'est pas le bon endroit, je vais le mettre ailleurs. Quoi. C'est ça. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Je voulais faire des shorts, chaîne de shorts. Je voulais faire des tutos cuisine rigolo, chaîne de cuisine rigolo. Et du coup, ça m'a jamais empêché de m'amuser et de quand même faire des choses qui m'intéressent. Je voulais faire des let's play. Ouais. J'ai fait une chaîne de let's play Iconoblast avec étagère. C'était même avant que je quitte Trash, ce genre de choses. Parce que justement, un petit peu avant, j'avais tenté viteuf des let's play sur Iconoclast. Très, très sombre époque, hein, ça c'était pas bien. Faut pas faire ça. Fais gaffe, je vais retrouver ce genre de truc. Non, mais c'était pas nul, mais disons que ça avait flingué les stats de faire ce genre de choses. Oui, Surtout que c'était l'époque où tu sais, YouTube s'était dit non, mais on va faire comme Twitch. On va lancer des lives. Gaming, et il y avait YouTube Gaming. Ah oui, l'époque, hein, voilà. ça remonte là, effectivement. Et mauvais bail. Et c'est depuis cette époque en fait aussi où je me suis dit mais faut pas avoir confiance à un YouTube quand ils essaient de copier des trucs à côté. Et si je peux me permettre de faire une petite prise chaude. Fais une prise chaude, il n'y a aucun problème. Je pense que YouTube a fondamentalement tort d'essayer de coller à chaque fois au truc qui marche ailleurs. Je trouve que c'est une très mauvaise idée de se lancer dans les stories. Je trouve que c'est une très mauvaise idée de se lancer dans les shorts. C'était une très mauvaise idée de se lancer dans les streams. Je trouve que les premières, ça peut marcher relativement bien, mais pour les grosses structures type Nintendo, etc. Donc là, pourquoi pas. Il peut y avoir un événement qui est créé chez les premières, mais du coup, les premières, ça n'existe que chez YouTube. Et ça, c'est cool. Et je trouve que YouTube devrait arrêter lui-même de courir sur la couverture de l'actualité et plus se recentrer sur proposer un contenu catalogue pour tous. Parce que le contenu catalogue, sur le long terme, et je pense que c'est ce qu'on cherche tous, c'est que YouTube puisse durer sur le long terme, devrait se recentrer sur ce type de contenu-là. Sur sa spécificité, en fait, plutôt que de copier un TikTok, parce que Instagram. De la même manière que chez moi, je le vois, les gens qui, ceux qui consommaient que des reviews, ceux qui consommaient que des tops, ceux qui consommaient que des icônes, etc. YouTube est en train de fragmenter sa communauté entre les personnes qui sont là pour viteuf voir des shorts et les autres qui sont là pour regarder leur créateur favori. C'est vrai, complètement. J'ai l'impression que c'est très... si on regarde un contenu, si on regarde l'autre contenu. Je connais pas grand monde qui regarde les deux autant c'est ça. dans le mode de consommation. Et les personnes qui regardent les contenus de leur créateur préféré en mode catalogue, sur lesquels ils peuvent se perdre sur YouTube pendant des heures et des heures, c'est les personnes les plus engagées. Et on peut même encore aller plus loin dans la mesure où ces personnes-là, c'est celles qui vont consommer YouTube comme tu regardes ta série Netflix, tu vois, dans ton canapé, tranquille. Donc moi je trouve que c'est dommage que YouTube prenne pas plutôt le parti de se dire nous on est l'option des Netflix mais gratuite. C'est vrai, enfin gratuite. Que c'est vous YouTube Premium. Si t'as YouTube Premium. Évidemment. Non, mais ils pourraient jouer là-dessus. On est l'option gratuite de Netflix. Ah, mais complètement. On est la vraie option gratuite de Netflix. Mais je pense qu'effectivement, il y a un bon coup sur ça. Ils ont une longueur d'avance. Moi, je pense que c'est le réseau dans lequel j'ai le plus confiance, honnêtement, à long terme. Ouais. Parce que ils sont là depuis longtemps aussi. Ils sont là depuis longtemps. Puis surtout, il y a d'autres réseaux à côté qui font des dingueries, des très mauvaises décisions en permanence. Et on est un peu les dents serrées, quoi. On regarde Twitch en mode s'il vous plaît, arrêtez de faire n'importe quoi. Je pense pas que YouTube doive à chaque fois courir sur les succès de TikTok. TikTok fonctionne très bien pour ce qu'il fait. De la même manière, je suis pas d'accord avec TikTok depuis qu'ils ont augmenté les vidéos jusqu'à 7 minutes, tu vois. Ah oui, qui regarde des vidéos de 7 minutes sur TikTok? Je ne sais pas. Même le mystère des lives sur TikTok. Écoute, je me sens un peu boomer à dire ça, mais je sais pas, je ne vois pas je ne vois pas le visage là-dedans. On va revenir un petit peu sur toi, du coup, sur ton parcours, tout ça. Alors, on va resegmenter dans le temps aussi, à ce moment-là. Donc, ton vrai singe pourpre, sur Iconoclast, t'en es à peu près à combien de... Il y a 51 000 abonnés. Ok. C'est une progression plus lente. Attends, non. Sur Iconoclast. On est sur l'échelle temporelle de... À l'époque de l'ouverture de Singe Pourpre ? Ouais, exactement. Il devait y avoir 450. C'est juste après, en fait. Ok, c'est très récent après. 430 000 abonnés. Ok, et bam, à ce moment-là, tac, Singe Pourpre arrive. Singe Pourpre arrive, ouais. Ok, je te laisse continuer. Il y avait déjà Iconoblast en filigrane, mais Iconoblast, on a un peu arrêté parce que je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour le format Let's Play et pas fait pour le format Twitch, etc. Et ça a été...
Singe-Pourpre, 2 ans, 3 ans. Ouais. Et ça m'a pris 2 ans et demi à me rendre compte que je suis pas fait pour ça et à faire le deuil en fait d'ambition à se lancer sur Twitch, tu vois. Bah, je me rappelle, t'en avais fait pas mal, t'avais testé des formats très différents et tout sur Twitch. Ouais, mais ça m'angoisse beaucoup trop. Le format live, le stream m'angoisse beaucoup trop, mais c'est même pas pendant que je suis en live, parce que pendant que je suis en live ça va. Ouais. Non, c'est la gestion du live, c'est le post-truc, tu vois, c'est discuter c'est partager des choses, parler de mon stream, ce devoir. Pendant le live, ça va, mais après, je suis vidé d'énergie aussi, tu vois, et je ne supporte pas ça. Je me suis dit, non, mais... Puis, au-delà de ça, je me suis rendu compte que j'ai un contenu sur lequel je réfléchis aux jeux vidéo, et ça s'est de plus en plus spécialisé là-dessus avec Iconoclast, et que je n'arrivais plus à me concentrer sur mes jeux. Ah, un peu le côté j'ai fait des jeux qui sont mon kiff, mon boulot, du coup j'arrive moins à... Ouais, c'est ça. J'ai fait des reviews sur Iconoclast avant que Singe-Pourpre, que j'ai foutu très rapidement en privé, parce qu'elles étaient basées sur une expérience que j'avais eue en stream, et je trouve que mais ça a complètement dégradé mon avis sur le jeu, et du coup je me trouvais complètement illégitime à en parler, parce que je me souviens avoir fait des tests, alors je me souviens plus de quel jeu, avoir fait des tests de jeux en allant revérifier sur internet c'était quoi l'histoire, parce que je me souvenais plus, tu vois. Et non, faut pas faire ça, très mauvaise idée. Donc je me suis dit non, mais en fait j'aime le jeu vidéo, je veux re-aimer le jeu vidéo, et à ce moment-là je me dis ça m'emmerde de jouer à des jeux et tout en plus, mais c'est mon boulot, je suis coincé, tu vois. Et je me suis dit non, mais le problème c'est pas le jeu. Les jeux sont bien. Le format du live, quoi. C'est ma manière de jouer au jeu en stream qui ne va pas. Et tu vois, dès que j'ai fait le deuil, c'est cette année que le deuil, et je peux te dire, c'est fermé. C'est-à-dire que maintenant, tu m'invites sur ton stream, il n'y a pas de problème. Je serai très content. Tu es le bienvenu. Voilà, mais moi, organiser un stream, je ne peux pas. Je ne veux pas. Et je l'accepte, il n'y a pas de souci. C'est très bien. En vrai, c'est très bien d'être juste à l'aise avec ce qu'on fait, ce qu'on peut pas, ce qu'on n'a pas envie de faire et tout. C'est même Twitch. En fait, j'adore YouTube. J'adore regarder des vidéos YouTube. Parce qu'un truc qui... moi, je trouve ça dommage. Encore une fois, je suis désolé, je ne veux pas bousculer des confrères ou des consoeurs. Il y a beaucoup, à chaque fois que j'écoute, des gens qui disent c'est qui ton youtubeur préféré, etc. et qui bottent en touche en mode mais moi, c'est beaucoup de contenu anglo-saxon que je regarde, donc je sais pas, ça va peut-être pas te parler, etc. Grosse erreur. Regardez du YouTube francophone. Moi, je regarde beaucoup de youtubeurs francophones et j'adore regarder des vidéos sur YouTube. Alors, des fois, t'es déçu parce qu'il se passe des choses en off sur Twitter et que du coup, tu regardes plus après. Mais aïe, les takes, des fois, c'est terrible. Mais t'as cité Usul, par exemple, à l'origine, qui t'avait inspiré. Il y en a d'autres, peut-être, qui ont marqué, qui t'ont inspiré particulièrement. Usul m'inspire toujours parce que j'aime bien ce qu'il fait sur Mediapart. Mais là, en inspiration, j'adore ce que fait Punky. Et j'ai toujours regardé énormément ce que faisait Punky. Il y a plein de petits youtubeurs jeux vidéo actuellement. Il y a une petite constellation de youtubeurs entre 5 et 11 000 abonnés. Je pense à Lise Sombre-Ciel qui, elle, a de très bonnes analyses jeux vidéo. Elle en fait pas beaucoup, c'est dommage, mais j'aime beaucoup. Il y a toujours Thomas que j'adore. Il y a Pierre Lovati aussi qui a un super bonne analyse jeux vidéo, qui en plus lui-même travaille dans le milieu du jeu vidéo, donc ça rajoute une plus-value, tu vois. Je peux pas tous les citer, mais même dans les gros youtubeurs, j'aime beaucoup ce que peuvent faire des personnes comme Chechounet, tu vois, ou Savin, ou Askens, qui est un gros youtubeur aussi, tu vois. Fieldrong, ce que fait Fieldrong, je regarde pas tout le temps parce que je suis pas fan de stratégie Pokémon, mais quand il parle de sujets un peu plus globaux sur la licence Pokémon, je peux pas m'empêcher de regarder, tu vois. Donc, de rien. Donc j'adore le YouTube francophone, et je pense que c'est important aussi de savoir ce qui se passe dans ta zone de travail, quoi. Donc voilà, je regarde beaucoup de YouTube francophone. Que des bons noms, que des personnes. Et je trouve que c'est important comme le dirait Fieldrong, ce qui est important dans la stratégie Pokémon, c'est de ne jamais suranticiper. Et le problème des personnes qui ne consomment que du YouTube américain, c'est qu'ils vont suranticiper les tendances américaines qui vont prendre du temps à venir en France. Donc soyez déjà au courant de ce qu'il se passe dans les tendances françaises, c'est déjà pas mal. En vrai, un bon conseil finalement, hein, c'est vrai, ça sert à rien de toujours regarder beaucoup plus loin.
quand même mieux de voir un peu ce qui se passe chez soi. Pour revenir donc un petit peu toi sur ton parcours là actuellement du coup, ça y est, tes 2 chaînes sont là. Tu travailles avec Maj et Elena. Et Étagère. Et Étagère est rentrée du coup. Étagère est en CDI depuis 1 an et demi et avec Silver aussi qui est du coup le petit dernier entré. J'ai enfin, c'était mon objectif quand j'ai quitté Trash, j'ai dit je veux Maj, je veux Étagère, je veux Silver, je veux Elena et puis non mais c'est bon en fait, je veux voilà, parce qu'on est 5. C'est ouf quand même de te dire t'as autant de personnes avec qui tu bosses, enfin c'est quand même c'est vraiment pas commun comme format d'avoir autant de gens qui sont employés avec toi, hein, je rappelle, c'est pas des freelance ils à sont côté, en CDI, ils sont en 35 CDI heures, avec toi. C'est quand même trop chouette d'en arriver, je arriver là quoi. Content, j'ai réussi à faire ce que je fais, j'ai réussi à ce que j'avais promis à ces personnes, c'est qu'on y arrive et finalement on a réussi à le faire. Et du coup, ouais, c'est hyper agréable parce qu'il y a une dynamique de travail que je trouve très sérieuse et que j'espère est la plus supportable possible. Donc non, ouais, je suis méga content. Mais voilà, je me projette, je peux pas m'empêcher de me dire je fais quoi après, tu vois. Et j'arrive à un point où je me dis c'est bon, t'es content, t'as embauché tous ceux que tu voulais. Bah, c'était facile, ça, c'était très facile de le faire finalement parce que ces personnes, tu sais ce qu'elles valent. La vraie question, ça va être et maintenant après, hein, les gens que tu connais pas, parce que maintenant il va falloir que tu prennes des gens que tu connais pas. Les entretiens d'embauche et tout. En vrai, c'est une étape, hein, commencer à déléguer des gens que tu connais pas. C'est pas évident, effectivement. On a mentionné au début également que tu as un podcast. Ouais. Et c'est quelque chose d'un peu plus récent, effectivement. Une petite année. Ça fait 1 an pile poil. 1 an pile poil. Même pas encore, ça fera 1 an en janvier. Joyeux anniversaire à quelques jours près à ton podcast. Comment ça t'est venu l'envie de mettre en place un podcast Raconte-moi un peu la genèse de tout ça. Comme chaque petit projet qui débarque dans ma vie, pardonnez-moi l'expression, ça m'est venu comme une envie de chier. Oh non. C'est ça le secret de la création, c'est juste aux toilettes, vos idées, bam. Plus sérieusement, je suis invité tous les ans depuis 5 ans à Radio Campus Bordeaux. Ok. Et le sujet de l'année dernière, c'était sur le podcast et les manières de créer différemment. Ouais. Et moi, je n'étais pas amoureux des podcasts. Forcément, j'avais pas écouté encore. J'avais vu qu'il y avait Monsieur Plouf vite fait qui faisait ses bails. J'avais entendu viteuf fin du game, mais je savais même pas ce que c'était. Je savais même pas que c'était Game Next Door qu'il faisait derrière. Et puis j'avais entendu parler de 2-3 personnes. C'était un milieu complètement inconnu pour moi. C'était et quand ils en ont parlé, je me suis dit c'est pas mal, c'est vrai, c'est rigolo, pourquoi pas, etc. Puis ça a commencé à ruminer dans ma tête. Et comme ils m'invitent tout le temps en décembre, qu'est-ce qui se passe depuis bientôt 5 ans pour moi? Et ben je vais en vacances avec Fieldrong, avec Askens, avec Bronol, avec toi. C'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Je me suis dit tiens, les podcasts c'est long. Et si j'écoutais des podcasts dans ma voiture pour voir ce que c'est? Attends, mais c'est né de ça? Ouais. Mais non, c'est ouf. Et genre, la boucle. Sur tout le trajet à l'aller, on a écouté Fin du Game. On a écouté des podcasts quand on a fait du voyage avec Bronol aussi. On s'en a écouté quelques-uns et Bronol trouvait ça super. Et puis moi, j'étais ultra saucé, on en a écouté. Sur tout le chemin du retour, on a écouté des podcasts aussi. Ouais. Et je suis rentré, je suis arrivé, premier jour devant Étagère et devant Maj. Bon, on va faire des podcasts. On fait des podcasts maintenant. J'aime trop ça, on en fait. Alors, c'est incroyable. Ouais. Pour préciser, on avait déjà proposé en mode podcast de l'actualité. Parce que je faisais des streams d'actualité et je rediffusais les streams en format audio uniquement sur le podcast. Et ça fonctionnait pas trop parce que j'avais pas les codes du podcast et je m'en foutais. J'écoutais pas de podcast. Encore une fois, on retourne sur le truc. Si tu veux te lancer dans un truc, sois au courant de ce qui s'y passe et de comment ça fonctionne. Toujours, la veille, très important. Et là, comme j'étais au courant et que j'étais tombé sous le charme, on a commencé, puis ça a plu et puis on a continué. Moi, j'ai continué à écouter d'autres podcasts en parallèle. Elena a écouté des podcasts aussi, mais elle n'a pas eu trop le choix parce qu'elle est tombée dans le Donjons et Dragons. Ah oui. Et elle s'est mise à écouter des podcasts Donjons et Dragons qui n'existaient pas encore en version francophone avant que Mr V arrive avec ses histoires, etc. Donc elle s'est mise à écouter des podcasts anglophones sur le podcast. Je suis en train de capter sur la rediff à cause du manque de lumière. Je suis tout noir. C'est pas grave.
On va peut-être régler ça. Il faut juste mettre l'autofocus, c'est ça? Je pense qu'ils vont avoir tellement de variations de couleurs dans tous les sens. Au pire, c'est pas trop grave, si. Ça s'écoute surtout. Attends, regarde. Et on peut mettre peut-être une petite lampe. Parce que quand même, il faut qu'on tue le personnage principal de cette aventure. Je crois que cette lampe, elle est infernale à faire fonctionner. Je sais pas si elle va... C'est film d'horreur, et donc, là. du coup, les podcasts... c'était bien. Elena a écouté aussi, donc elle s'y est mise. Même Étagère s'est mis à écouter des podcasts et on a essuyé les plâtres, je crois, les premiers mois. Puis là, on trouve une petite routine hyper intéressante. On a fait le jeu des saisons aussi, c'est-à-dire que ça, c'était la saison 0 quand on a commencé. Et puis à la rentrée scolaire, c'était la vraie saison 1. Trop bien, ouais. Un petit soft launch avant. Et ce qui est super cool, c'est que tu n'as aucune data sur les podcasts. Enfin, si viteuf avec Encore, qui est le diffuseur de podcasts que j'utilise, qui est lié à Spotify. Donc j'ai viteuf des stats d'écoute de Spotify. Ouais. Mais c'est diffusé sur Apple Podcasts, c'est diffusé sur Deezer, c'est diffusé sur 6 autres canaux. Je sais même pas s'il y a des gens qui écoutent sur Google Podcast Addict ou des trucs comme ça. Ouais. J'ai aucune stat, donc en fait je m'en fous. J'enregistre mes trucs et en convention, parce que c'est un truc qui m'a choqué, la dernière convention que j'avais été, j'avais tellement de gens, je crois que j'avais la moitié des gens qui venaient pour me parler des podcasts. Ah ouais. Et alors que j'avais aucune idée qu'ils écoutaient ça, tu vois. Et j'ai occasionnellement des petits pocs sur Twitter pour me dire trop bien d'écouter les podcasts Iconoclast dans la voiture. Et je suis tellement content qu'il y ait des gens, tu vois, le retour de bâton, les gens qui me taguent et qui me disent merci Ico de me permettre de raccourcir mes temps de trajet en voiture. Bien. Je me dis oui, genre, c'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai commencé, moi j'ai vécu ça et du coup c'est trop mignon. C'est pour ça que j'ai lancé ce podcast. Tu leur rends les choses, quoi. C'est vraiment ultra mignon. Écoutez des podcasts, il y a des gens qui ont des bonnes idées, qui prennent le temps d'expliquer les choses. C'est toujours plein de bonnes surprises. Ouais, ça a été ton petit kiff de cette année, de cette année, plutôt de l'an dernier plutôt. Ouais, puis c'est toujours mon petit kiff, quoi. Ouais, bah oui, on a fait... Là. Sur la route, on a écouté des podcasts aussi, on a découvert plein de trucs. Dernier sujet que je voulais aborder avec toi sur ça, c'est que justement, en parallèle, on parlait tout à l'heure justement de la rémunération via des sponsors, via AdSense, donc le système publicitaire de YouTube. Il y a également un nouveau système que tu as mis en place de ton côté, c'est Patreon. Ouais. Alors, pourquoi tu as mis ça en place et comment tu appréhendes ça en tant que créateur de contenu vidéo et podcast? Qu'est-ce que tu proposes dessus? Alors, j'avais un Tipeee avant et une page que je n'arrivais pas à entretenir et que je mettais jamais en avant. Ouais. Et j'ai voulu le relancer et au moment où je commence à en reparler, à le relancer, hop, il y a l'affaire d'antisémitisme des dirigeants de Tipeee. Ouais, donc plutôt pas ouf, quoi. Donc je me suis dit... mauvais timing. Oups. Je dis bon, je suis pas d'accord avec Tipeee, je vais migrer ailleurs. Et puis je crois, j'avais vu que toi t'avais ton Patreon et que ça se passait plutôt bien. Et en vrai, la philosophie de Patreon me convenait plus que Tipeee parce que moi, je suis très gêné par le fait qu'il y ait des gens qui donnent. Et j'ai pas envie qu'ils donnent sans avoir rien à côté. Ouais. Et la philosophie de Patreon, qui est littéralement les gens c'était patron, me convenait mieux. Et m'a permis d'établir un plan sur comment est-ce que j'allais organiser ce financement participatif-là en particulier. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans et que j'ai essayé de mettre en avant le plus possible comment est-ce que ça fonctionnait, quoi. Là, récemment, j'ai proposé des podcasts exclusifs pour les patriotes. L'idée, c'est d'en faire un par mois sur des jeux vidéo que au moins 2 personnes dans le local ont pu jouer, en discuter, l'analyser. Et puis surtout, le voir comme un bonus pour les personnes qui mettent de l'argent dedans. Le tiers le plus élevé, ça permet d'avoir les fameuses peluches Iconoclast que j'avais fait il y a un petit moment. Ouais. Et dont il m'en reste plein, tellement ça a été un four. Mais qui du coup partent toutes seules tranquillement. Et c'est une bonne manière du coup de récompenser aussi les gens. Même si je suis pas hyper fan après coup d'avoir foutu mon chibi en peluche, ça fait un peu... Mais enfin bref. C'était un merch comme un autre. La lumière est de retour. Trop bien, incroyable. Merci d'avoir. J'ai levé mes fesses. Réglé ça. tu as réglé ça. Non mais c'est bien, on aura eu le plan lumière un peu creepy, incroyable. Je vais du coup te poser un petit peu la dernière question de ce format. Moi là, je veux parler beaucoup à des gens qui s'intéressent aux créateurs de contenu, voire qui éventuellement veulent devenir eux-mêmes créateurs de contenu. Toi, t'es quelqu'un qui a
de ce fait plutôt réussi dans ce milieu-là depuis pas mal d'années. Tu es assez implanté maintenant. Est-ce que tu aurais quelque chose en particulier, outre les nombreux conseils que tu as pu donner, mais des conseils ou un conseil clé en particulier à donner Il y a plusieurs trucs bateaux déjà. C'est déjà, faut pas baisser les bras. Ouais. Alors, déjà le truc, régularité. Mais attention, je ne serai pas aussi catégorique que ça. C'est-à-dire, pour moi, la régularité, c'est pas faire 2 vidéos par semaine. C'est pas bourrer tous les jours des vidéos. Non, la régularité, c'est comme son nom l'indique, c'est être régulier. Si vous avez décidé que vous allez poster une vidéo tous les 2 mois, postez-la tous les 2 mois. Vraiment, créer le rendez-vous. Tu sais que tous les premiers de tous les 60 jours, tu vois, il y aura une vidéo le premier de tous les 2 mois ou le premier de tous les mois. C'est important. Nous, c'est toutes les semaines, 17h15 le lundi, on s'y tient. Si on le manque, ça arrive de le manquer, c'est pas grave. Ça peut arriver. Mais tu préviens. Ce qu'il faut pas faire, c'est une vidéo, la prochaine dans 2 semaines, celle qui suit le lendemain, celle qui suit dans 1 mois, celle qui suit dans 2 semaines. C'est pas bien, ça, c'est pas bon. C'est pas ouf. Si vous êtes capable de faire plein de vidéos d'affilée, mais que vous savez que vous avez des tendances à l'irrégularité, faites vos vidéos, mais dispatchez-les. Parce que c'est toujours compliqué à gérer, mais c'est important. Si vraiment ce que vous voulez, c'est progresser, il faut une certaine rigueur dans son travail. À ce niveau-là, au moins, s'appliquer ça. L'autre conseil, c'est pas de se démoraliser, de pas baisser les bras. Je pense que ce qui ressort le plus de cette interview, c'est que j'ai pris beaucoup de risques. T'as pris énormément de risques, ouais. J'ai eu beaucoup de chance parce que la majorité des risques que j'ai pu prendre, ça a été des coups gagnants. Oui. Voilà. Mais j'ai aussi pris des risques qui n'ont pas fonctionné. J'ai parlé vite des peluches. Moi, j'ai investi un truc comme 3 000 euros pour faire ces peluches-là. Ça n'est pas rentabilisé. Ça ne le sera probablement jamais puisque maintenant, c'est devenu des contreparties Patreon. Oui. Et ça a été un coup d'épée dans l'eau. Et j'ai plein d'autres de micros exemples de choses qui ont été des risques plus ou moins grands, mais qui ont été des échecs totaux. Mais c'est pas grave, faut envisager l'après et reprendre un autre risque. Parce que si tu prends ça sous l'angle, et c'est complètement de la chance, si tu le vois sous l'angle de cette chance-là, plus tu vas multiplier les risques, et au bout d'un moment, ça va finir par passer. Ça peut ne jamais passer. Hein. Attention, vous pouvez aussi avoir une poisse monumentale et ne jamais réussir. Mais il faut aussi régulièrement sortir de sa zone de confort et faire les choses différemment, essayer d'autres trucs. Et surtout, pas se dire j'y arriverai jamais. Baisser complètement les bras, laisser tomber. Faut vraiment s'accrocher en fait. Je pense que c'est ça, ce principal, c'est la régularité et le mental d'acier. Parce qu'il y en a besoin. Oui, il faut avoir la tête froide et être bien solide, effectivement. Si vraiment devrait y avoir, parce que moi je suis pas, je sais on voit pas tout à fait la même chose tous les deux, mais je suis pas de l'école. C'est pas grave. Moi je suis pas de l'école du le travail finit par payer. Moi je suis plutôt de l'école du c'est un coup de bol que j'ai eu. Mais malgré tout, s'il y a une composante, on va dire travail, qui va devoir entrer en ligne de compte, ça va être vraiment la régularité et le travail sur soi pour justement garder la tête froide et pas baisser les bras constamment. Donc, je vous dis pas de faire un collectif, parce que c'est ça, on n'en parle pas, mais un collectif aussi, c'est un risque, parce que ça peut être très problématique très rapidement, peut y avoir des égos, peut y avoir des discussions malheureuses qui peuvent arriver et ça peut éclater en plein vol de manière très spectaculaire. Mais essayez de vous entourer et de demander conseil auprès de vos proches pour essayer de faire des post-mortem de vos créations, pour voir ce qui plaît ou ce qui plaît pas. Voilà. Je pense que le travail du post-mortem est très important. De l'analyse en fait sur son contenu. Oui, moi je partage vraiment cet aspect point de vue responsabilité de toujours regarder ce qu'on a fait et se dire ok, comment je peux l'améliorer pour que ça plaise encore plus aux gens qui me regardent, pour qu'ils y trouvent plus leur compte et jamais accepter une excuse de l'algorithme ou de mais les gens ils faisaient la fête ce jour-là, alors c'est pour ça que ma vidéo n'a pas marché. Faut aussi pas avoir honte de se dire que ce que tu fais c'est parce que tu aimerais qu'il soit vu. Ah non, du tout, au contraire, mais je le dis parce que c'est peut-être quelque chose qui peut dire non, mais de toute manière, moi, ce que je fais, c'est vraiment pour partager. Tu peux partager ta passion et quand même aussi vouloir que ce soit visionné par des gens. Complètement. Je dis pas par 100 000 personnes, mais avoir des personnes, c'est toujours gratifiant de te dire que tu partages un point de vue avec
plusieurs personnes. Tout à fait d'accord avec toi, oui, sur le côté déjà responsabilité et aussi le côté ne pas avoir peur de partager, de vouloir partager. Je pense que c'est l'essence même de base de YouTube, en fait, de vouloir partager avec d'autres gens ce qu'on aime, sa passion, ou quel que soit le sujet. Et c'est toujours quelque chose de cool d'avoir d'autres gens, tu vois, avec qui échanger ces trucs-là. Le nombre de personnes qui ont commencé dans ce milieu parce qu'ils se disaient bah, je suis tout seul à aimer ça et du coup je vais en parler sur YouTube et qui finalement ont pris grâce à ça. Ouais. Moi je me dis, tu vois, que bah, peut-être j'aurais pas d'autres choses à rajouter, mais je me dis des fois, heureusement que j'aime pas jouer aux jeux d'argent. Ah. Parce que j'ai une sorte d'addiction au risque, j'aime beaucoup, je trouve ça toujours un peu de l'adrénaline, tu vois, de la prise de risque, etc. Et je me dis, mais heureusement que les jeux d'argent, c'est vraiment pas mon truc, que j'aime pas ça et que j'ai conscience que c'est un truc de démon parce que je pourrais vite être ce genre de personne qui se ruine dans des trucs qui fondamentalement jouent sur une RNG qui est complètement à ton désavantage. Oui. Parce que je pourrais tomber là-dedans et heureusement que ça ne me plaît pas. Heureusement que ça ne marche pas non plus, tu sais, sur les free-to-play, etc. Ah ouais. Je suis complètement hermétique au système de lootbox, etc. Ouais. Ça ne marche pas. J'ai essayé, pourtant j'ai essayé, tu vois. J'ai voulu ouvrir des boîtes. Il y a un moment, je m'étais dit, ça pourrait être intéressant que je parle de free-to-play un peu dégueu sur la chaîne, tu vois, en mode analyse, etc. Donc du coup, tu as testé pour voir. Mais j'ai testé, mais ça ne marche pas chez moi. Je n'arrive pas. J'ai essayé, mais du coup, je suis hermétique à ça. Par contre, dans le risque IRL sur ce genre de mouvement-là, c'est des trucs, ça me plaît de voir quelles sont les conséquences. J'aime beaucoup les jeux de gestion. T'aimes l'entrepreneuriat, en fait. Ouais, tout simplement. J'aime beaucoup les jeux de gestion, tu vois. Genre des civilisations, j'aime beaucoup les Mad Game Tycoon. Je passe beaucoup de temps des fois dessus. Et je vois en fait cette gestion d'entreprise-là comme un jeu vidéo. Ouais. Et du coup, je fonctionne aussi comme ça, sauf que derrière, il y a des vrais humains, il y a des vrais capitaux. Mais malgré tout, quand même, t'as quand même cette adrénaline que je peux pas me détacher, tu vois. Ouais. Oui, c'est normal, c'est des chiffres, tout est gamifié en plus pour nous donner envie d'aller un petit peu plus loin, le niveau suivant, remplir la barre, faire une 1 sur 10. Tu vois, voir si ça fonctionne bien. Ouais, voilà, quand ça fonctionne bien, t'as cette gratification de voir que ça fonctionne, que t'as réussi à faire quelque chose, t'as la petite fierté de te dire, il y a quand même 4 personnes qui vivent de YouTube grâce à moi. C'est incroyable, franchement. Ouais. C'est une belle fierté et c'est un giga beau parcours que tu as fait. Franchement, merci d'avoir partagé ça. Merci à toi. C'est un vrai plaisir. Merci Florian. On te retrouve du coup sur Iconoclast, sur Singe Pourpre, sur Singe Pourpre Podcast. Tu peux tout mettre, le Patreon, tu peux tout mettre. Sur Patreon. Ta pub. Profites-en. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, des gentils messages à laisser à Florian. N'hésitez pas à me dire aussi du feedback pour les prochains sur comment rendre ça encore meilleur pour vous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci Camille. Salut. Ciao.